On va passer donc le topo. Problème difficile, cette histoire de résistance et de réfractaire, de néo-vaisseaux réfractaires. Voilà, il y a d'abord un problème je dirais de définition dans tout ça. Il y a des vaisseaux qui sont récidivants, c'est le gros de nos patients. Ce sont des patients qui réagissent au traitement, qui ont un assèchement transitoire ou temporaire et qui nécessitent des IVT répétés. Ça, c'est assez fréquent. Ce n'est pas vraiment ce qu'on appelle des résistants. Ce sont des patients qui ont un besoin en anti-VEGF parce qu'ils ont beaucoup de VEGF dans l'œil. Et le VEGF ayant une durée de vie limitée, finalement, c'est un réservoir d'essence. Il n'y a plus d'essence, il faut remettre la pompe, il faut retourner à la pompe. Et puis, il y a des néovaisseaux qui sont réfractaires. Et ça, c'est une exsudation significative, persistante ou même aggravée, malgré des injections répétées avec un suivi optimal. C'est ça le mot-clé. Parce que dans toutes les études de switch, on a vu des cas qui se sont améliorés. Mais au départ, ils étaient mal soignés avec un produit. Ensuite, ils deviennent bien soignés avec un autre produit. Et on dit, le deuxième produit marche mieux. Non, c'est le protocole qui a changé, tout simplement. Il faut faire très attention à ça. Il n'y a pas de critères définis de néovaisseaux réfractaires. Et on ne sait pas à partir de combien d'injections on doit parler de néovaisseaux réfractaires. Est-ce que c'est après 3, après 6, après 1 an de traitement? Je dirais que quand quelque chose résiste aux anti-VEGF, la première chose, c'est se poser la question du diagnostic. Est-ce que vraiment on est dans une DMLA? Il y a des pièges diagnostiques de la DMLA, on va en voir quelques-uns. Et je dirais que ça, c'est le plus important. Exemple, patiente de 71 ans, une baisse de vision à 1/10. Et on a comme ça une image de décollement de l'épithélium pigmentaire qui a été considérée comme vascularisée. Et donc on part sur une injection de ranibizumab. On revoit la patiente juste après, c'est une image un peu ancienne. Et le décollement de l'épithélium pigmentaire a augmenté. On fait l'indocyanine et on voit des petits polypes. On est dans le cadre d'une néovascularisation, enfin pas d'une vasculopathie polypoïdale. Et là, on a fait un traitement combiné avec ranibizumab et thérapie photodynamique. Et on a réappliqué et on a amélioré la situation. Donc, premier piège potentiel, la vasculopathie polypoïdale. Ce n'est pas une maladie extrêmement fréquente dans nos contrées, finalement, par rapport à l'Asie, au Japon. Il y a plus de vasculopathie polypoïdale que de DMLA, mais ça existe. Deuxième problème, la CRSC chronique. Alors, je sais que Sarah vous parlera cet après-midi de la CRSC plus en détail, mais ça donne toujours des images inhomogènes en fluorescéine, en indocyanine, en OCT angiographie. Et finalement, on a des fois des doutes diagnostiques. Donc, se poser toujours la question d'une CRSC chronique devant une résistance. Le dernier problème, c'est les dépôts de matériel. Alors, on peut en voir dans les pseudo-vitelliformes, mais on en voit surtout dans cette maladie, par exemple. Là, vous avez des drusènes et vous avez une grosse diffusion de colorants. Si je montre ça à un interne de première année, il dit on traite tout de suite. C'est un dépôt de matériel associé à des drusènes cuticulaires. Les drusènes cuticulaires sont une maladie relativement rare, mais qui existe, de petits drusènes fins très très groupés. Et au cours de la vie, ça survient entre 40 et 60 ans en général, à un moment, il y a un dépôt de matériel qui se fait. Et comme ce dépôt est fragmenté, le colorant, la fluorescéine, va très vite aller là-dedans. Et ça va donner cette image très trompeuse de néovaisseau. Cette patiente, je l'ai récupérée après plusieurs injections bilatérales. On me dit, ça ne change pas, l'image ne change pas. Oui, ça ne change pas, il n'y a pas de raison que ça change, il n'y avait pas de néovaisseau. D'accord ? Alors, on fait de l'OCT, mais l'OCT, ça donne une image très fragmentée. En fait, il faut se rappeler qu'il faut regarder l'OCT dans ce sens-là. Et il y a un dépôt de matériel qui s'accumule à la base de la macula. C'est un matériel d'éclive avec cette image-là. Et ça, c'est un dépôt de matériel associé à des cuticulaires. Donc, première chose, reconsidérer le diagnostic. Est-ce qu'on n'est pas passé à côté? Tout le monde peut se tromper. Je ne connais personne qui n'ait pas fait d'erreur diagnostique. Un jour où on va un peu vite, ça peut arriver à tout le monde. Donc, première chose, on reprend les images de départ. Et si le bilan n'était pas complet, on le complète. Fluo, ICG, etc., etc. Si maintenant, c'est vraiment une DMLA et que ça résiste, je dirais qu'il faut considérer en priorité la possibilité que le patient soit un répondeur tardif. L'étude Arbor a été menée en PRN, donc avec 3 injections suivies d'injections à la demande. Et on voit que certains patients vont gagner de la vision dès la phase d'induction et c'est maintenu dans le temps. Mais il y a un groupe de patients, 15%, 20%, qui met plus de temps à s'améliorer. C'est ce qu'on appelle des répondeurs tardifs. Et ça existe avec tous les produits. Il y a des patients qui nécessitent un traitement continu avant de s'améliorer.
Qu'est-ce qu'on peut faire quand ça résiste? Il y a des gens qui ont proposé de raccourcir les délais d'injection, c'est-à-dire de faire une injection tous les 15 jours. Pour des raisons réglementaires, aux États-Unis, ils ont fait une injection de ranibizumab et une injection de bevacizumab, de façon à ce que ce soit supporté par les assurances. Et ils ont fait ça, et ils ont montré que l'acuité visuelle moyenne passait de 20 sur 95 à 20 sur 65, avec une diminution de l'épaisseur. Le problème, c'est est-ce que c'est supportable pour les patients d'avoir une injection tous les 15 jours? C'est une autre question, mais ça a été dit. L'autre possibilité est effectivement de switcher, de changer de molécule. Voilà par exemple un patient qui était chronique, décollement séreux chronique sur ranibizumab. On est passé à l'aflibercept, on l'a asséché d'un coup. On a des patients qui étaient comme ça, avec un décollement séreux, je les ai passés sous aflibercept, ils se sont aggravés sous aflibercept. Ça existe aussi. Donc je ne crois pas qu'il y ait un médicament qui soit sincèrement meilleur qu'un autre. Mais il y a des yeux qui réagissent mieux à un produit qu'à un autre. Et pour l'instant, je ne pourrais pas vous l'expliquer. Je ne saurais pas vous l'expliquer. Sur les grandes études de switch, celles qui ont plus de 50 patients suivis 1 an, on voit globalement, quand on passe de ranibizumab à aflibercept, une tendance à la diminution de l'épaisseur centrale. C'est les trucs en bleu, c'est les graphiques en bleu. Globalement, dans les études, il y a un effet asséchant qui semble un peu meilleur de l'aflibercept que de ranibizumab. Mais si on regarde l'acuité visuelle, les changements, ça va de moins 2,5 à plus 1,8 lettres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'amélioration fonctionnelle liée au switch. Et pour l'instant, aucun produit n'a réellement prouvé qu'il était meilleur qu'un autre. C'est pour ça que les produits coexistent. D'accord ? Donc, comment expliquer la réponse au switch? Il peut y avoir un phénomène de tolérance. La tolérance, ça veut dire l'organisme s'habitue à un produit et à un moment, ça marche moins bien. On l'a tous constaté chez certains patients. Et dans ces cas-là, le fait de changer de produit, même transitoirement, peut aider à la situation. Il y a surtout une action différente sur la choroïde. C'est-à-dire que la seule vraie différence entre les anti-VEGF, c'est la diminution de l'épaisseur choroïdienne sous aflibercept et pas sous ranibizumab ou bevacizumab. Donc, chaque fois qu'on a une DMLA avec une choroïde relativement épaisse, il me semble logique d'aller plutôt vers l'aflibercept, si on peut. Je sais que les conditions économiques font qu'on ne peut pas toujours. Mais si on peut, c'est probablement mieux. À l'inverse, si la choroïde est fine, j'aurais plutôt tendance à ne pas faire d'aflibercept, puisque amincir la choroïde n'est peut-être pas une bonne chose à long terme. Ce n'est pas prouvé ce que je vous dis là. Il n'y a jamais eu d'études là-dessus. Mais intuitivement, c'est assez possible. Il faut penser aussi, dans les néovaisseaux résistants, au traitement combiné associant les anti-VEGF et la PDT. Exemple, c'est honnêtement le seul bel exemple de traitement combiné que j'ai. Un décollement séreux lié à un petit néovaisseau, on voit une lésion hyperréflective sous-rétinienne, un décollement séreux. On fait 3 injections, il s'aggrave. J'en ai pas vu beaucoup, mais celui-là, il s'est clairement aggravé. Diagnostic formel, ça reste une DMLA. Et on décide, après 15 injections, le patient n'en peut plus. On décide de faire un traitement combiné. Donc on refait d'abord une angiographie, on voit que cette zone diffuse bien. On va focaliser un petit faisceau de thérapie photodynamique et 2 mois après, on a 80 lettres, puis 83 lettres et une image qui s'est normalisée. C'est le plus beau qu'on ait, honnêtement. La PDT, l'inconvénient, c'est qu'il peut y avoir des brûlures rétiniennes liées à la PDT. C'est pas fréquent, mais ça peut exister. Donc là, on l'a fait à 8 dixièmes, je ne l'ai pas fait souvent à 8 dixièmes. Je le fais plutôt à 2, 3 dixièmes. Le patient est âgé, il est fatigué, il en a marre des piqûres à répétition. On va faire un traitement combiné. Probablement, on va diminuer le besoin en traitement grâce à ça. Donc je le fais d'autant plus que la vision est basse et que le patient est fatigué. Chez un patient jeune, actif, je pense que les injections à répétition ne vont pas laisser de traces au niveau de la rétine, c'est probablement mieux. Donc pour nous résumer, reconsidérer le diagnostic initial, attention au pseudo-DMLA aux formes frontières. Donc il faut l'OCT angiographie, la fluo, l'ICG, il faut multiplier tout ce qu'on peut faire pour essayer d'en savoir plus. Concernant le traitement, considérer la possibilité que le patient soit un répondeur tardif. On insiste, on lui dit attendez, patience. Raccourcir le délai entre les 2 injections, c'est réellement un peu théorique, c'est vraiment difficile à envisager. Switcher pour un autre anti-VEGF, oui, mais l'évaluer sans a priori, rester souple. On peut faire un switch, on peut revenir en arrière. On évalue tout ça tranquillement et avec le même protocole. Si on change de protocole, c'est peut-être le changement de protocole qui a fait mieux plutôt que le produit. Discuter aussi un traitement combiné, mais savoir qu'il y a des risques. Donc en gros, il n'y a pas de solution miracle. Et quand vous avez des patients qui fatiguent, qui vous disent vraiment j'en peux plus,
vous leur montrer cet article de Sarah qu'elle avait fait à New York sur le devenir au long terme des gens qui ont des néovaisseaux. Et on voit que ceux qui s'en sortent le mieux sont ceux qui ont des vaisseaux sous l'épithélium pigmentaire, des types 1, qu'on a traités beaucoup. Et leur dire, oui, c'est vrai, on vous traite beaucoup, mais le vaisseau est encore actif. Il y a encore de la vie quand c'est actif. Ce n'est pas de la fibrose, ce n'est pas de l'atrophie. Il faut continuer à s'acharner. C'est ceux-là qui ont finalement le meilleur résultat. Donc, pas de solution miracle, pas d'autre voie que celle des anti-VEGF. Je vous rappelle que tous les nouveaux traitements explorant des voies alternes ont échoué. Les gouttes qu'on met, les collyres contre la DMLA viennent d'échouer. Les anti-PDGF ont échoué. Donc pour l'instant, on attend les anti-ANG2, mais la première étude est négative. Donc au total, pas mieux que les anti-VEGF. Peut-être dans certains cas les traitements combinés en évaluant le risque-bénéfice. Et se rappeler que le pronostic n'est pas pire chez les personnes qui nécessitent beaucoup d'injections. Il est peut-être même un peu meilleur. Donc les encourager à la patience. Merci.